Do you want to be a fighter? RMC. Here comes Inoue. That destructive power does it again. Fighters Club. I'm the baddest motherfucker on the planet. Hey, je vous avais dit quoi? Charles Chevalier. I am the greatest. Salut à tous, soyez les bienvenus, c'est le RMC Fighter Club numéro 380. Aujourd'hui, on parle MMA et on va anticiper l'UFC 323 pour le dernier numéroté de l'année, mais aussi pour le dernier PPV avant le changement de diffuseur aux États-Unis. On aura deux title shots, Dvalishvili contre Yann chez les moins de 61 et Pantoja contre Van pour le titre des poids mouches. Et en prélims de cet event, Fares Ziam affronte Nazim Sadikov, un combat qui pourrait propulser le français vers le top 15 de sa catégorie. Et pour en parler, évidemment, le pilier du RMC Fighter Club est présent. Salut Baba. Salut Charles, salut Anto. Ça va ? Ouais, bah ça va, super, grosse carte pour finir l'année. Je me suis même surpris à regarder la carte et me dire, mais en fin de compte, ouais, c'est bien. Ouais. Du bas jusqu'en haut, la carte elle est vraiment bien. Ouais. Ton côté, ça va, les fêtes de Noël approchent, beaucoup d'actu, toi, hein, un petit déménagement, je crois, ouais, récemment. Là, je pense pas du tout, au fait. C'est que les cartons, les meubles, ouais, mais bon, c'est des bonnes nouvelles. Donc t'inquiète pas, je pense que les enfants vont te rappeler aux fêtes de fin d'année très vite. Et puis, Anto, Sterpini, la rédaction RMC Sport, ça va, toi ? Ouais, ça va. Pas encore d'enfants pour te rappeler que les fêtes arrivent. Pas encore de déménagement, mais par contre, les fêtes arrivent. Mais par contre, c'est mes parents qui m'attendent. Ouais, c'est tes parents, mais t'attends encore les cadeaux de tes parents quand même. Oui, aussi. bien sûr, bien évidemment. Et puis t'as déménagé il y a pas longtemps. Il y a encore 6 mois, t'habitais à 1h15 de Paris, maintenant t'as 15 minutes. Donc, il habitait dans un autre fuseau horaire. Ah ouais, c'est ça. Ouais, il y avait des péages, des douanes, il y avait plein de trucs. En tout cas, je pense que la vie est bien plus simple pour toi depuis que t'as déménagé. Bon les gars, c'est parti pour le preview de l'UFC 323 qui marque la fin d'une ère médiatique, mais qui pourrait sportivement conforter les positions des deux champions ultra dominants ces dernières années. Et comme d'habitude, d'abord, vous rappeler que vous pouvez continuer à nous donner de la force, à liker, quelles que soient les plateformes, aussi à commenter, que vous soyez d'accord ou non avec nous. Et évidemment, vous pouvez aussi mettre des alertes et qui vous préviendront dès que des nouveaux épisodes du RMC Fighter Club sont publiés. UFC 323, donc T-Mobile Arena de Las Vegas, 2 combats pour la ceinture et un ancien champion sur chacun des 3 autres combats de la carte principale, avec Moreno, Cejudo, Blachowicz. Et même la early prelim, elle est chargée parce qu'on y retrouve des Marvin Vettori par exemple, ou Edson Barboza aussi qui est présent. Baba, 2 main et co-main qui ne sont pas, c'est vrai, les plus vendeurs. Après, le reste de la carte, je ne sais pas s'il est très vendeur, mais il reste très sympa pour les fans. Moi franchement j'aime bien tout, y compris le main et le co-main. Alors c'est peut-être pas vendeur pour le public général entre guillemets. C'est de ça dont je parlais. Ouais, mais sinon la carte pour les fans. Mais franchement la carte elle est super cool et puis voilà, sportivement parlant, on a un main et un co-main malgré les dominations des deux champions qui sont quand même très intéressants. Et ça c'est rare parce que quand tu as des dominations longues comme ça, tu te dis bon c'est encore une autre défense de titre. Ouais. Sauf qu'en fin de compte tu te dis que les deux challengers peuvent poser des gros problèmes aux champions. Ouais, c'est ça Anto. En fait on a vu ces dernières années pas mal de champions ultra dominants dans leur catégorie, d'ailleurs des champions qui sont obligés de changer de catégorie parce qu'ils ont trop dominé dans leur catégorie. Là ces deux-là ils restent chez eux, 57, 61, et ils font, c'est peut-être 2 des figures, notamment avec Merab, 2 des figures justement les plus dominantes de leur caté ces dernières années. Mais justement, comme Baba le précise à chaque fois sur chaque RMC Fighter Club, c'est des champions qui restent dans leur catégorie, qui dominent la catégorie. Pantoja qui est à 7 ou 8-0 contre le top 10 de sa catégorie, ça c'est de la domination. Merab qui peut potentiellement être sur 15 victoires consécutives, ça reste de la domination. Et puis c'est des combattants que tu as envie de voir parce que Merab, maintenant qu'il commence à finir des combattants, c'était encore plus excité de le voir combattre. Et Pantoja, c'est plus qui va le battre ce mec-là. En moins de 57, Joshua Van, c'est le gars qui monte, qui peut potentiellement avoir des records aussi. Donc oui, la carte elle est intéressante du début jusqu'à la fin. C'est vrai que Dvalishvili gagne en notoriété quand même. Il apparaît sur beaucoup de vidéos, beaucoup de contenu. Lui aussi, il en fait beaucoup. Il donne beaucoup aux médias. Même sur la vidéo la semaine dernière que Dana White a faite pour les annonces de 2026, on voit la tête de Merab qui apparaît à la fin. Donc il donne beaucoup de son image. Est-ce que un jour, et encore une fois, je parle que du côté grand public et vendeur, est-ce que Merab il pourrait réussir à dépasser un petit peu ce plafond de verre que pour l'instant il n'arrive pas vraiment à passer malgré tout ce qu'il donne? Est-ce qu'il pourrait devenir très vendeur? Je crois pas parce qu'il va lui manquer l'élément important de tous les autres, c'est ce côté puncher. Les fans en règle générale préfèrent les strikers. Il y a quelques lutteurs qui arrivent déjà à devenir des stars, ce qu'il accomplit déjà par rapport à son style de combat. Moi je trouve déjà c'est surprenant.
Je suis surpris qu'il soit autant populaire. Moi, j'aime beaucoup son style, il n'y a pas de problème là-dessus. Maintenant, je sais que autour de cette table et certains autres fans, on est un petit peu, on est un peu des dégénérés, tu vois. Donc nous, on aime tout, on regarde tout, on analyse tout, donc on est très content. Mais ça plaît moins. Il y a pas beaucoup de cas dans l'histoire du MMA d'avoir un combattant aussi populaire avec ce style-là. Donc je crois pas à Charles. Je crois qu'il est déjà à son max. Il a son max. T'es d'accord avec ça, et puis il y a un mix de style et catégorie. Les catégories moins de 61, les plus basses de l'UFC, 57-61, c'est par définition, on a l'exemple Demetrius Mighty Mouse qui a jamais été une méga... Enfin, aux États-Unis peut-être, mais en tout cas même aux États-Unis, c'est vrai qu'il y avait des limites. Et pourtant, ça a été un des champions les plus dominants de l'histoire de l'UFC. Ouais, non, je suis d'accord avec Baba. Il a atteint son plafond. Peut-être il y a quelques vidéos qui vont potentiellement percer et faire son buzz. Quand il dansait sur Maître Gims, oui, en France, ça a fait marrer les gens. Peut-être pas à l'international non plus. Quand il s'entraîne sous la pluie et que c'est Sean O'Malley qui le filme, oui, il y a des vidéos qui vont fonctionner. Il a beaucoup d'autodérision en plus. Mais le personnage en lui-même, le nom en lui-même, il est arrivé au maximum, je pense que moi il me fait rire. Notoriété. Franchement, il me fait rire. Il est drôle de fou. Même dans ses combats, il est drôle. Il fait des trucs. En fait, il se permet de faire des trucs que seul un champion peut faire. Parce que si c'est un mec qui va derrière se faire taper et qui le fait, tu dis vas-y, c'est bon, avec ton cinéma, tu sers à rien. Mais en vrai, lui, quand il le fait, c'est très drôle. Et puis il le fait aussi en dehors de la cage. Et ça rend son personnage très, très attachant et très sympathique. Un mot juste sur le changement de diffuseur aussi aux États-Unis. On va essayer d'en reparler un petit peu dans les Fighter Club qui viennent de fin et début d'année. Mais l'UFC 323, c'est donc le dernier numéroté sous l'ère ESPN, qui est le diffuseur officiel depuis 2019. C'est Paramount Plus qui a récupéré le marché à compter de janvier. Et la grosse révolution, c'est qu'il n'y aura plus de pay-per-view. Donc avec un simple abonnement type RMC Sport, sans se faire de la pub, les Américains pourront avoir accès à tous les events. Et concrètement, est-ce que tu crois que ça va changer beaucoup de choses dans les années à venir à l'UFC, et même pour les combattants, par rapport à ce qu'ils pourront toucher, par rapport à l'organisation des événements? Est-ce que tu crois qu'on aura beaucoup de changements qu'on va pouvoir sentir directement? Non. Pas du tout, on a la preuve là. On a la preuve, vous avez fait l'épisode de React sur les annonces des deux cartes. Il y a tout dans l'épisode, en 30 minutes, c'est très clair, très précis, et on voit bien que la méritocratie, ce mot avec un grand M là, parce qu'il devait prendre le pas avec la fin des pay-per-view, on voit bien que non, c'est pas le cas, en tout cas pas pour le début de l'ère Paramount. Tu crois que ça va s'installer finalement? Parce que là, on le rappelle, le main event du premier numéroté sur Paramount, c'est un combat pour une ceinture intérimaire face à deux mecs dont on peut se demander, on peut se questionner sur la légitimité d'en arriver là. Tu crois que c'est des trucs qui vont s'installer dans le temps Pour moi, l'UFC va pas changer son business model parce qu'ils abandonnent le pay-per-view, ils vont garder la même chose, ils vont essayer de prendre les combattants avec le plus de hype. Ça n'a jamais été aussi clair que sur l'annonce de ces deux cartes-là, avec un Diego Lopez qui reprend Volkanovski. Il n'y a personne qui comprend bien pourquoi. Bien sûr qu'on comprend pourquoi. Parce qu'on me redit tout le temps, je vois les réactions à votre épisode aussi, on dit mais vous comprenez pas les gars, l'UFC c'est un business. Mais évidemment qu'on comprend, on le sait que c'est un business. C'est parce qu'on vous explique que quand même là, il y avait des contenders qui étaient clairs, nets et précis. Un Evloev et un Murphy, tu les passes pas. Tu peux m'expliquer ce que tu veux, que l'UFC c'est un business, que ils veulent les gars qui ont de la hype. Ouais, ok, on a compris que si tu veux ton title shot, si tu veux avoir de meilleures opportunités que les autres, ça ne changera rien à l'abandon du pay-per-view. Il faudra que tu fasses tous les events, que tu smiles partout, que tu sois dans toutes les main cards, que tu fasses Paris, Chine, tout ce que tu veux, avec ton smile, avec tes vidéos de Nina Drama et compagnie. Et oui, tu vas. Et surtout le bon manager qui lui aussi est un peu à la botte de l'UFC. C'est peut-être un peu dur ce que je dis, mais c'est la réalité. C'est un constat froid et ça va rien changer du tout avec l'abandon du pay-per-view. J'ai rien à rajouter sur le côté sportif, mais peut-être plus sur le côté accessibilité. L'UFC, on sait que c'est très cher. Aujourd'hui, en tout cas, c'était très cher. C'était aux alentours de 70-80 $. Le pay-per-view. Et le pay-per-view, c'est la main card. C'est vraiment les 5-6 derniers combats. C'était pas toute la carte où il fallait prendre l'UFC Fight Pass et en plus, après, il fallait payer ton 80 $. Ce modèle était hallucinant. C'est fou. D'ailleurs, il fallait vraiment être très riche. Comment est-ce qu'il a tenu jusqu'à maintenant? On sait que c'était en déclin ces derniers temps et que de toute façon, le record, en tout cas à l'UFC, qui était Conor Khabib, il était imbattable et on savait qu'on l'atteindrait plus jamais. Mais ce modèle pour nous en Europe, il paraissait juste dingue. Non, nous on n'est pas habitué à ça. On est habitué à payer mensuellement pour une chaîne et avoir plusieurs contenus, à avoir accès à beaucoup plus de contenu que ça. Aux États-Unis, c'est comme ça. Aux États-Unis, c'est un modèle qui, même si ça fait moins de ventes que l'UFC, ça ne veut pas dire que le modèle pay-per-view per se, il est en train de mourir. Au contraire, les matchs de football américain, ça n'a jamais autant fonctionné qu'aujourd'hui, puisque les publicités à la minute se vendent des millions de
$. Enfin non, le pay-per-view il est vraiment pas mort. La NBA se développe encore plus et cherche à s'imposer sur le marché européen. Évidemment que pour les Américains, ils vont le vendre aussi au pay-per-view. Donc de toute façon, ça va pas mourir comme ça. Et l'UFC, même si ça faisait moins de vues, il y avait une multiplication des événements en pay-per-view qui leur permettait de se retrouver. Et donc ça va continuer comme ça avec Paramount. Mais là, de toute façon, ça va être moins cher, plus accessible à tout le monde. Donc pourquoi pas gagner en popularité aussi l'UFC. Oui, on sait que c'est déjà très populaire, mais là, c'est quoi? C'est entre 7 et 12 $ l'événement par mois. Ouais. Paramount, bah ouais, mais là, c'est pour l'instant, j'ai envie de dire. Pour l'instant, DAZN avait dit la même chose. DAZN avait commencé à $2 par mois. On fera jamais de pay-per-view. Aujourd'hui, DAZN fait quasiment que du pay-per-view. Aujourd'hui, il faut que tu achètes un abonnement pour pouvoir accéder au pay-per-view pour regarder ton gros combat. Oui, t'es pas à l'abri qu'arriver à l'événement 324. Ah ouais, les gars, j'ai regardé les 12 combats. Les 12 combats, bah, la main card, elle commence à. Prenez $40 ou $50 pour regarder. Ne soyez pas surpris, c'est le White House ou c'est un pay-per-view. Ça va être hyper intéressant à voir. Et même si le public y va et est hyper présent alors que c'est pas cher, est-ce que Paramount réajuste sa stratégie pour proposer un produit plus cher et que les gens suivent? Ce sera hyper intéressant. Sachant que Paramount, c'est donc $1,1 milliard mis sur la table par an pour 7 ans pour l'UFC et qui doit rester sur une quarantaine d'events par an. ESPN a diffusé plus de 300 events, en tout cas depuis 2019. Et juste un mot, parce qu'à l'époque, moi je travaillais déjà sur Combat Sport, on avait essayé le modèle pay-per-view à un moment, mais c'était pas cher, c'était 10 balles par. Mais c'est un flop. C'est-à-dire que chez nous, c'est impossible d'instaurer un fonctionnement comme ça, c'est juste impossible. Et on était beaucoup moins à l'ère du stream, etc. Donc potentiellement, le public pouvait venir, mais ça avait été flop. Bon, avant de s'intéresser aux 2 title shots de l'UFC 323, les gars, on va d'abord évoquer le combat de Fares Ziam pour le moment, qui est prévu en début de prélims. Pour ceux qui seront réveillés, donc, si pas de changement dans l'ordre, le combat de Fares, il commencera vers 2h10 du matin. Soyez bien présents dans la nuit de samedi à dimanche, donc. Le Français à l'UFC depuis 2019 va disputer son 10e combat dans l'Orga et pourrait prendre sa 6e victoire d'affilée. Ce week-end, il affronte l'Azéri et Nazim Sadikov. Baba, le top 15 des moins de 70 kilos, c'est très clairement l'objectif pour Fares. Mais en cas de victoire, est-ce que tu crois que l'UFC pourrait encore le laisser en dehors des rankings? J'aurais du mal à y croire quand même, surtout vu la physionomie des classements actuels sur les combattants qui sont rankés, d'autres qui sont pas rankés, les choix qui sont faits en fait pour monter certains. Si tu prends par exemple la catégorie qui le concerne, c'est Bahamondes, je crois, qui vient de monter en 15e, et Grant Dawson qui est 13 ou 14 13, ouais. Qui est 13 et qui combat sur la même soirée. Écoute, Fares, il a fait tout ce qu'il devait faire en dehors du top. C'est avec Basharat, le propriétaire de la plus longue série de victoires en dehors des classements, de tout l'UFC, toutes catégories confondues. Là, c'est difficile de me faire croire qu'il faudra encore prouver sa valeur. Il a prouvé sa valeur. Il a montré que, pour moi, et son chauvinisme aucun, il est déjà calibre top 15 par Ziam. Les autres combattants le savent aussi très bien, je pense. Donc je pense que s'il arrive à passer ce test-là, qui est difficile, parce que Sadikov c'est un adversaire de valeur, il est compliqué. Là, il est clairement. Les deux sont au niveau top 15 pour moi, en fait. Les deux sont au niveau top 15. Clairement, c'est une porte d'entrée pour le top 15. Mais elle est terrible, la position de Fares Ziam, parce que si vous regardez bien, nous en France, on le vend Ziam contre Sadikov. Vous regardez l'UFC, c'est Sadikov contre Ziam. Ziam, il est coin bleu dans ce combat-là. Et c'est fou de se dire qu'un mec qui est sur 5 victoires consécutives, c'est lui qui est dans le coin bleu, donc c'est lui qui est considéré comme le moins bien classé par l'UFC. Ouais, c'est ça. Il reste sur 3 Performance of the Night, je crois, Sadikov. C'est ça, c'est ce que l'UFC veut. Il y a la Performance of the Night et Fight of the Night. Tu vois, on va vendre un mec, on sait que c'est un action fighter face à un mec qui est une galère comme pas possible à combattre. pour toi, Anto, c'est que moi, sincèrement, l'UFC, je sais qu'ils en sont, on sait tous qu'ils en sont capables quand même de pas faire. S'il gagne à la décision, par exemple, Fares, et c'est ce qui lui a porté préjudice dans sa carrière, s'il gagne à la décision, souvent unanime comme c'est son cas, je pense que l'UFC peut dire non, ton combat il nous a pas hypé, on te laisse en dehors du top 15. Je sais pas ce que toi t'en penses. Mais tu sais qu'il pourrait, parce que la catégorie des 70 elle est fournie mais à mort déjà entre la 15e et la 25e place déjà cette année. En 2025, la catégorie la plus active hors top 15, c'est les middleweight. La deuxième, c'est les poids légers, 49 combats sur 62. C'est énorme pour dire le nombre de combattants qu'il y a dans cette catégorie-là, et puis surtout le nombre de mecs qui sont entre le
15 et 20. Et t'as Ludovic Klein qui a battu Rebecki il y a pas longtemps sur la même carte. Juste au-dessus, 2 combats au-dessus, c'est Terence McKinney contre Chris Duncan. Duncan, il bat McKinney. Lui aussi, il a un argument pour dire les gars, moi, donnez-moi un top 15. Mason Jones, le Bolagioki, il y a tellement de mecs que ça m'étonnerait pas que l'UFC, Faresiam, hormis un KO au premier round sur Sadikov, forcément, on va te donner un top 15. Hein, ça me choque pas du tout. Mais une décision lui dise attends. Tu sais quoi, vas-y, prends Klein, s'il te plaît. C'est le problème de l'UFC. C'est l'UFC qui a créé une situation comme celle-là avec des tueurs à gages qui sont en dehors du top 15 parce qu'on a préservé le top tel qu'il était pendant longtemps. On a donné toutes les chances à ces gars-là de se maintenir dans le classement. Même quand ça perdait, ça perdait pas forcément beaucoup de place au classement. Même quand c'est resté inactif, ça perdait pas de place au classement. C'est le top 15 peut-être qui a été le plus protégé, je pense, ces dernières années. Et encore plus le top 5 où vraiment c'était personne ne bouge, personne ne s'affronte. On se regarde, on est sympa et puis ça bouge pas, quoi. Donc ils ont créé une situation où les mecs, ils ont les crocs et ils sont en train de faire toute une carrière en dehors du top 15. En tout cas, parmi les Français actuellement à l'UFC, Ziam, c'est le 2e plus ancien et ça se joue à pas grand-chose. Son premier combat dans l'Orga, c'était le 7 septembre 2019, seulement un mois après Cyril Gane, qui est arrivé le 10 août de la même année. Il a un bilan de 7 victoires pour 2 défaites. Concrètement, ce qui fait qu'il n'est pas encore ranké, c'est le fait qu'il gagne justement très peu de combats avant la décision. Celui qui a marqué les esprits, c'était contre Frévola, mais à part ça, l'UFC le punit de ne pas faire de spectacle. Ouais, mais en fait, je pense pas qu'ils le punissent vraiment, genre on t'aime pas Fares, donc je veux pas te faire monter. Non, puisque effectivement ils l'ont re-signé, tout ça. Voilà, c'est veulent le garder. Parce que je pense qu'ils connaissent la valeur de ce gars-là, simplement, et la comparaison que tu fais, elle est très bonne avec Cyril Gane, tu vois, dans une catégorie où ça va très vite. T'enchaînes les victoires, ça va vite parce que la catégorie elle est moins forte tout simplement. Les poids lourds, c'est beaucoup moins dense que les poids légers. Cyril, pile 2 ans après, août 2021, il était à la ceinture intérimaire. Voilà, et c'est sans enlever quoi que ce soit au parcours de Cyril Gane. C'est juste que la comparaison, je trouve qu'elle est intéressante pour montrer à quel point chez les poids légers, c'est une galère de pouvoir intégrer le top. Et même si tu as un combattant de valeur comme Fares, en fait, il y a tellement de combattants spectaculaires, il y a tellement de mecs qui sont capables d'enchaîner 3 performances avec bonus, performance of the night et guerre et ce que tu veux, que l'UFC va regarder ces gars-là et se dire attends, lui je vais le faire monter plutôt parce qu'il est marketable et ces gars-là, je vais m'en servir justement pour créer, pour faire monter les niveaux, pour créer du spectacle, ce genre de choses. Donc Faresiam, c'est un excellent combattant d'un très bon niveau à opposer à des mecs que l'UFC veut starifier. Aujourd'hui, c'est là où on en est. Ouais, et autre truc intéressant que je suis relevé, c'est qu'il a le même win streak que Nassourdine, Imavov. Ouais, et donc tu vois de la même manière où c'était intéressant de se dire avec Cyril, même win streak que Nassour, où en est Nassour et où en est Fares. Nassour, il va combattre normalement pour la ceinture, alors que Fares, lui, attend encore de rentrer dans le top 15 de cette catégorie. Il est là depuis 6 ans. Fares, il devait combattre KO Fernandez, c'était au dernier UFC Paris, mais il avait dû se retirer pour des raisons personnelles. Il est à l'UFC. Il a fait l'UFC Paris en 2023 et c'est là que ça a quand même basculé pour lui et c'était son premier finish à l'UFC. Celui-ci, on s'en souvient bien, c'est le souvenir le plus marquant de la carrière de Fares. Et maintenant, c'est vrai que voilà, on aimerait pouvoir le voir remporter son combat, peut-être faire du spectacle pour s'assurer cette place. Mais ces souvenirs qu'il y a contre Frévola, ça résonne encore chez tout le monde. C'est magnifique, surtout même aux commentaires. Hein. C'était Mika Lebou et Antoine Simon. Ils attendaient que ça. J'ai jamais vu Mika Lebou aussi excité sur un commentaire quand Ziam met KO Frévola. Et puis même à ce moment-là, en fait, quand il met KO Frévola, on se dit forcément on va lui donner un top 15 après. Et même là, on lui donne pas. Ouais. Et c'est ça en fait qui est un peu frustrant dans la carrière de Faresiam, c'est que là, il était au top du top 15, mais là, en fait, donnez-lui ce top 15 là. Et en fait, il affronte Davis, qui pour le coup, moi j'ai pas compris ce match-up là. Oui, Davis il est fort, c'est un bourbier, à chaque fois on donne les combattants les plus difficiles à Faresiam, mais même quand tu fais le highlight de ta carrière, on va te donner un mec qui est bien en dessous de toi. Donc là c'est là en fait où l'UFC lui disent ok, t'es bien mignon, mais on va te mettre en difficulté encore et encore et encore. Et Nazim Sadikov, c'est vraiment pas lui donner un cadeau encore une fois. Non, c'est parce qu'il a pas encore aux yeux de l'UFC inversé l'échelle de valeur. Aujourd'hui, Faresiam, c'est un combattant très difficile, très dur, qu'on va opposer à des gars dont on se dit ce mec-là, j'aimerais bien le voir dans le classement, mais on va voir s'il a le niveau. Et on va l'opposer à un Faresiam pour voir s'il a le niveau top 15 en fait.
ça, Fares, s'il gagne contre Sadikov, j'imagine qu'il aura enfin inversé cette échelle de valeur et de se dire, en fin de compte, c'est peut-être lui qu'on va essayer de faire monter dans le top 15 et on verra pour les autres derrière. Ouais. Nazim Sadikov, justement, azéri de 31 ans, 3 ans de plus que Fares, 12 victoires, une défaite et un nul, arrivé par les Contender Series en 2022. À l'UFC, il a 4 victoires et 1 nul, et en carrière, il a 91% de finish. Toute la différence avec Fares, justement, dont la majorité par KO ou par TKO. Bon, on a dit, Ziam, c'est l'entrée, l'accessibilité potentielle au top 15, c'est pareil pour Sadikov. Et le seul point de passage commun qu'ils ont, c'est Terence McKinney, l'Américain. Il a battu Ziam par soumission en 2022, mais face à Sadikov, il s'est pris une soumission, c'était en 2023. Cette défaite pour Ziam, moi, ça me paraît carrément être une autre époque, en fait, parce qu'il a pris beaucoup d'ampleur, beaucoup d'épaisseur depuis qu'il a perdu contre McKinney. Ah, c'est plus le même combattant du tout, il n'y a rien à voir, vraiment, il s'est amélioré en tout point, à tout point de vue. Il est beaucoup plus fort, il est beaucoup plus responsable défensivement, surtout sur le grappling et la lutte, où c'est largement amélioré. C'est même plus que ça, hein. Franchement, je pense qu'il a appris un style différent qui lui permet de servir son style de striker. Donc, c'est ce genre de défaites qui font grandir. Ça a permis de voir qui était Fares, et il nous a montré qui il était derrière. Donc ouais, déjà le MMA c'est jamais des maths, mais alors faut vraiment pas sur ces oppositions là, ouais, c'est ça, ils ont vraiment pas affronté le même mec en fait. Ouais, c'est ça, vraiment pas le même mec. Fares, techniquement aussi, ce qui va être intéressant, c'est l'allonge, parce que là ça peut jouer un très grand rôle dans ce combat. 7 cm de plus en taille et surtout 16 cm de plus en allonge pour Fares Ziam. Il a quand même l'habitude d'être assez grand par rapport à certains de ses adversaires, Fares Ziam, et c'est justement cette allonge, ces avantages physiologiques, physiques, il sait les utiliser pour remporter ses combats, il l'a déjà prouvé, il va pouvoir gêner normalement Sadikov grâce à ça. Mais surtout il a appris en fait à l'utiliser beaucoup plus que son premier passage à l'UFC. Dans sa gestion de distance, en fait, elle est exemplaire. Et tu le vois déjà en fait dans sa responsabilité défensive. Ses stats, Fares Ziam, il touche 3 fois environ par minute. On peut dire que c'est pas beaucoup par rapport à un Sadikov qui touche 5 ou 6 fois par minute. Mais par contre, défensivement, c'est un autre monde. Fares Ziam, je crois qu'il a on enlève Makhachev qui est passé en 77, c'est la meilleure responsabilité défensive dans les poids légers. Je pense ne pas me tromper, c'est 1,5 coups par minute. Sadikov, c'est 5,9 coups par minute qu'il encaisse. C'est le top 3 ou top 4 dans la catégorie du top 15. Fares Ziam, il a en fait juste toutes les armes pour battre Sadikov. Pour moi, le match-up, il est parfait pour Fares Ziam. Tu as un combattant qui va vouloir lui rentrer dedans, qui va vouloir faire du spectacle. Et ce genre de combattant-là, et Baba me dira s'il pense la même chose que moi, c'est le genre de combattant très facile à frustrer. Il va commencer à le toucher, il va pas le toucher, il va rentrer 1 ou 2 coups de Fares Ziam et il va commencer à dire non les gars là, Fares Ziam faut que je lui fasse quelque chose. Et lui qui a l'habitude de revenir dans ses combats, tu disais il soumet McKinney, mais le premier round il voit pas le jour contre Terence McKinney en lutte en tout cas. Et je me dis que Fares Ziam en fait dans ce combat là, mais il a toutes les armes pour l'emporter. Ouais, moi je suis d'accord, stylistiquement parlant, c'est un style qui favorise Fares. En tout cas, moi je pense que c'est un style que lui il aime, quelque chose qu'il a déjà vu. Fares il connaît les strikers, il faut pas oublier qu'il a un niveau kickboxing mondial, il a combattu au Glory notamment, et pas contre n'importe qui, contre Mohamed Swan qui est un excellent combattant français. Non seulement je pense que Fares, moi je le vois légèrement favori de ce combat, encore une fois c'est pas du chauvinisme, c'est simplement des styles. Sadikov, ses victoires et ses performances of the night, il les a parce qu'il revient à chaque fois, il revient dans la 3e reprise, je crois que c'est des TKO 3e à chaque fois d'ailleurs, ou des trucs comme ça, où il finit les combats tard. Ça montre déjà que c'est quelqu'un de très résilient, tu peux le dominer dans la première mais il va revenir, si tu le descends pas il va revenir, sauf que Fares il peut dominer mais de façon plus constante que ces gars-là, où c'est des mecs qui ont vraiment mis un bouillon à Sadikov au début, qui se sont un petit peu vidés leur énergie à essayer de le terminer, ils n'ont pas réussi, puis lui il est revenu, il les a terminés ou il les a soumis. Fares il a un peu plus de contrôle je trouve, et puis surtout maintenant Fares c'est un combattant de MMA, c'est un combattant qui va chercher la lutte offensive, c'est un combattant qui va chercher le contrôle au sol, et c'est des choses qu'il peut faire contre Sadikov. Maintenant il faudra faire très attention, parce que Sadikov il frappe tout le combat, c'est-à-dire qu'il frappe dans la première, il frappe dans la dernière, et il arrête pas, même si t'as 2-0 à l'entame du 3e,
faut tout refaire parce que c'est un mec qui peut terminer dans la 3e, mais il faudra faire très attention. Ouais, donc option possible, frustrer justement Sadikov et réussir à rentrer un peu dans sa tête et instaurer le climat qu'il aime bien instaurer dans les combats et à dominer comme il sait le faire. Faresiam, on rappelle seulement 28 ans quand même parce que on dit qu'il est arrivé en 2019, très jeune, mais il a que 28 ans et par rapport au background qu'il a, on pourrait se dire qu'il a 32, 33, 35 et non, il a que 28 ans, donc il y a encore des belles choses à faire et évidemment on sera derrière Faresiam pour ce combat qui sera donc en ouverture pour le moment s'il n'y a pas de changement de carte préliminaire sur MC Sport à partir de 2h du matin dans la nuit de samedi à dimanche. Émission spéciale, tu seras en plateau Baba d'ailleurs, avec Thomas. Absolument. Et les invités que vous aurez et Yacine Zaouini qui sera à Las Vegas aussi pour suivre la Fight Week de Fares, la Fight Week de l'UFC 323 et qui vous propose déjà des contenus. Vous pouvez aller voir tout ça sur, je crois qu'il arrive demain ou aujourd'hui peut-être qu'il arrive. Non, il arrive aujourd'hui. Il arrive aujourd'hui, sans voyager. Bon, le temps qu'il récupère, qu'il aille en ville, mais en tout cas des contenus à suivre très bientôt sur tous les réseaux RMC Sport Combat. Les gars, on va passer au combat principal de l'UFC 323. Vous en avez pas marre de parler de Merab, c'est bon? On peut refaire une petite salle pour 2025, c'est ok? J'avoue qu'il a un record dans la cage. Il a peut-être un record aussi chez RMC Sport. Hein. Est-ce que c'est pas le mec dont on a le plus parlé cette année? Ah, c'est obligé. En réalité, faut se demander peut-être les cartes, les Sunday. Non, oui, bien sûr. C'est vrai que et d'ailleurs, on le dit, hein, la carte, l'émission qu'on propose avec Antoine Simon, Taylor Lapillus, on a pris le parti cette fois-ci de pas en faire parce qu'on avait déjà beaucoup vu, notamment Merab, et qu'à un moment la tactique, on va en parler, risque de ne pas changer. Donc de toute façon, l'intérêt éditorial de proposer des previews techniques sur ce que va faire Merab était moyen. En tout cas, on va quand même en parler ici. Merab Dvalishvili, donc champion des moins de 61, qui remet sa ceinture en jeu contre Petr Yan. C'est une revanche d'un combat remporté par Merab à la décision unanime. Décision unanime pour Merab en 2023. La catégorie des poids coqs qui commence à être un peu étriquée pour le Géorgien après la revanche contre O'Malley. Il est obligé de retourner vers un mec qu'il a déjà affronté et ça résume un petit peu la situation dans laquelle est Merab actuellement. Alors c'est vrai, je suis d'accord avec toi que sur le papier tu as l'impression que ça ressemble au run d'Adesanya en middle à l'époque où il a refait Vettori et tout. Tu te dis putain il va refaire un autre tour. Je peux juste désolé Baba, mais Oumar numéro 1 déjà battu, O'Malley numéro 2 déjà battu 2 fois, Petr Yan numéro 3 déjà battu, Sandhagen déjà battu, il est numéro 4 et Song Yadong numéro 5, il a perdu il y a 2 combats. Donc le top 5 concrètement, il a battu les 4 premiers et derrière le mec qui ne mérite pas un title shot. Alors encore une fois sur le papier, ça ressemble à ça. Maintenant, c'est une catégorie tellement intéressante et les niveaux sont tellement proches que par exemple, je suis très 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 content qu'on ait une revanche entre Merab et Petr Yan. Parce que même si tu regardes sur le papier, et 50-45, donc il prend les 5 reprises pour les 3 juges, Merab, Yan il a fait des choses intéressantes dans le combat et c'était pas une domination sans partage. Il y a eu de l'adversité, c'est juste que Merab est très bon et qu'il a réussi à imposer son style, mais c'est pas comme si Yan n'avait pas des choses à faire, des ajustements à faire pour remporter ce combat. Et je pense ça de pas mal de gens de la catégorie. Cette catégorie, elle est cool dans le sens où peut-être que ça va lasser des gens de revoir les revanches, pas moi. Moi je trouve que c'est, s'il choisit de rester, Anto l'a dit en début d'émission, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup, les dominations longues dans une catégorie, c'est comme ça que je vois le sport de combat, plutôt que de chercher immédiatement une autre ceinture, double champion, triple champion, machin. Domination longue, moi j'aime beaucoup, c'est ce qu'a fait Demetrius Johnson, c'est ce qu'a fait John Jones notamment, ce que je mettrais toujours à son crédit d'ailleurs, et d'autres champions. Donc pour le coup, Charles, moi, dans cette caté-là, moi ça me va, je suis content. Ça te va toi aussi ce Petr Yan, Merab Dvalishvili 2? Humainement, ça me va. Journalistiquement, ça me va pas. C'est tout le temps les mêmes choses tous les week-ends. Quand tu parles de Merab, t'arrives. Typiquement, je te fais un Sunday, un Flora qui fait image du week-end et Merab qui gagne par décision unanime. Ça doit être la 4e ou 5e fois que tu le dis dans la même année. C'est usant. Mais je suis plutôt d'accord avec Baba. Yan n'a pas été ridicule dans ce combat-là. Il a des choses à faire valoir. Même au niveau de la boxe, on voit que Merab boxe de plus en plus. Et là, il va affronter quelqu'un qui a un master en boxe. On sait qu'en Russie, ils aiment bien donner. Il n'y a qu'en Russie tu peux avoir ce type de master en boxe. S'il veut échanger avec Petr Yan, ça va être un bon combat. Après, je pense que le travail de Relongo, le travail de la team Merab va pas être de boxer avec Yan, mais on a vu un Merab qui commence à finir. Il a fini Sean O'Malley, il l'a soumis. Petr Yan ne s'est jamais fait terminer.
Enfin, à part par une disqualification, mais Oui, ça. C'est auto-terminé. Ouais. C'est auto-terminé. Donc c'est ça qui peut être intéressant. C'est à maintenant qu'il dominait tout le monde, est-ce qu'il va pouvoir les finir bien avant l'ultra domination sur 5 rounds? Alors justement, le premier combat, c'était le 11 mars 2023. C'est le main event d'une Fight Night. Donc déjà, c'était en synchrone, dans le format qu'ils vont retrouver là, pour cette UFC 323. Et alors, il y a un record qui est assez fou, parce qu'il avait tenté 49 takedowns. Ouais. Ça, c'est la spécificité de Merab. C'est le rouleau compresseur de tout le temps allumer des feux, allumer des feux, allumer des feux. 49 takedowns. Et il en avait réussi 22%, soit 11 quand même. Ce qui est assez... je crois que le record de l'UFC, c'est 19 Le record de c'est Khabib. Rabib Pontibo. C'est ça, ouais, c'est Khabib, c'est un peu dessus. Ouais, Et peut-être que Merab en a réussi 19 sur un combat. Enfin, bon, il y a un truc comme ça. En tout cas, ce soir-là, c'était 11. Bon, c'est une stat qui résume bien son style aussi, mais même en striking, il avait dominé Petroyan. Toutes les stats en striking et en contrôle sont pour Merab. Donc, même s'il y avait eu de l'opposition, ce combat-là, déjà à l'époque, alors qu'il n'était pas encore champion, il n'y avait pas de ceinture en jeu, mais ça avait affirmé le style de Khabib et de Merab et sa domination sur la KT. Alors, c'est vrai, en tout cas, c'était une victoire importante. Moi, c'est là où je me suis dit, ok, ce mec-là, il a une tête de champion quand même, parce que tu fais ça à Petroyan, c'est fort, tu vois. Maintenant, encore une fois, ces stats-là, elles mentent un tout petit peu. Déjà, la première. Enfin, c'est pas qu'elles mentent, c'est que on n'exploite pas les bonnes choses pour moi. C'est-à-dire, tu vois, là, tu nous as donné les stats brutes et c'est parfait parce qu'on va pouvoir en discuter autour. Bah, déjà, il limite Dvalishvili à 22% de réussite de takedown. C'est fort. Ouais. C'est juste que l'autre, c'est un malade de tenter autant de takedown en fait, tu vois. Dans n'importe quel autre combat, ça voudrait dire que le mec en a tenté 15 et que tu l'as limité à 3-4 quoi, tu vois. Ce qui est génial. Sauf que l'autre en face, il est fou quoi. Enfin, il tente un nombre de takedowns incalculable et au bout d'un moment, c'est normal que tu finisses par céder certaines positions. La chose et sur les strikes aussi, et sur les stats, et j'ai été vérifié pour m'en assurer, bah, il compte beaucoup les petits strikes là, que tu vas mettre au sol et tout, tu vois, donc ça je mets de côté. Ouais. Tu vois, la domination. Le problème de Petroyan dans ce combat-là, dans ce premier combat, c'est qu'il n'a pas réussi à punir les tentatives de takedown de Merab. Ce qui a permis à Merab de continuer à tenter ces takedowns-là. Si tu n'arrives pas à menacer, si tu n'arrives pas à le dissuader, entre guillemets, de descendre aussi souvent, forcément, lui, il va pas se prendre la tête. Ça marche. Ça, parce que tu dis sur 49 entrées, tu dis à un moment réussir à mettre un genou qui va lui dire ok, vas-y, reviens plus ici. Enfin, faire quelque chose, tu vois. Donc c'est ça que tu reproches sur ce combat quand même à Petroyan, c'est le côté dissuasif qu'il n'a pas réussi à instaurer sur Merab. Il te faut de la dissuasion, il te faut quelque chose qui va l'empêcher de descendre, de tenter aussi souvent. Là, c'est indécent. Le nombre de tentatives, il est juste indécent. Et Petroyan et son coin le savent très bien. On a un tout petit peu dans le countdown de l'UFC qui est sorti hier, je crois, avant-hier, je sais plus. Et qui sera mercredi soir sur MC Sport, traduit en français. On l'aura traduit et vous allez voir qu'il est super. Pour le coup, il est vraiment intéressant parce qu'on apprend quand même des nouvelles choses. C'est pas toujours le cas sur les countdowns. C'est vrai, c'est pour ça, je te dis. Hein, moi, j'en ai regardé quelques-uns où je vais pas te mentir, tu te fais chier au bout de 10 minutes. Surtout, c'est le 4e de l'année de Merab. Putain, le mec, il a 4 heures chose à dire. Il y a plus grand chose à dire. 4 heures de countdown sur une année, le mec. Donc, vraiment, faudrait voir avec les équipes de Nathan Franchi et tout. Est-ce que c'est nécessaire? Donc, clairement. Non, là, je trouve qu'on apprend des choses, surtout ce Petroyan, sur son mindset à l'approche de ce combat-là, où lui, il parle beaucoup d'erreurs qu'il a faites, il parle beaucoup de choses qu'il a mal faites stratégiquement parlant, et moi, je pense qu'il a le niveau pour emmerder Merab beaucoup plus, pour le dominer, et je pense aussi qu'il a surtout le niveau, que ce soit d'intelligence de combat et de timing, pour l'empêcher de faire autant de tentatives. Tu vois, tout est là. Mais il a surtout plus cet aspect de bah oui, non, c'est pas possible, moi, la machine, je vais la casser. Il y a plus cet effet de surprise où, ah ouais, les gars, non, en fait, le cardio, c'est quelque chose. Il a appris. Il y a 25 minutes dans la cage avec Merab. Déjà, on dit qu'un round suffit pour comprendre un peu le schéma tactique du combattant. Là, il a 25 minutes. Ouais. Donc, c'est plus du tout le même Petroyan déjà, bon, même si c'est plus du tout le même Merab. Mais là, il a appris de ses erreurs. Il a compris peut-être le timing de Merab, donc c'est plus du tout le même combat. Je sais pas, ouais, c'est plus le même combat, mais est-ce que cette machine, on peut l'enrayer, franchement? Pour l'instant, il a montré très peu de signes de faiblesse. Je sais pas si on repense au combat contre Oumar par exemple, les deux premiers rounds. Ouais. Mais en fait, la manière qu'il a de réajuster ce qu'il a envie de faire, la manière d'appliquer exactement ce qu'il a envie de faire, tu dis que pour l'instant, personne ne peut réussir à dévier ce mec de son projet. Donc s'il a son projet takedown et s'il a son projet je vais lui rouler dessus, pour l'instant, moi j'ai du mal à voir quelqu'un, y compris Petroyan, qui pourra l'en empêcher. C'est normal. C'est normal de le voir comme ça, surtout récemment. Et ces 4 victoires en 2025 montrent clairement que
il a tout montré, c'est-à-dire qu'il a montré la domination du début jusqu'à la fin, il a montré de la résilience en perdant 2 reprises et en gagnant les 3 dernières contre Nurmagomedov, c'est très très fort ce qu'il a fait. Je ne crois pas que ce soit les mecs les moins bien préparés hein, en termes de cardio et tout ce qui va avec, normalement ça va. Théoriquement, Donc, ce nom Nurmagomedov rappelle quelques souvenirs. Donc c'est normal que tu penses comme ça Charles. Et c'est vrai que quand tu regardes les choses, tu te dis mais comment c'est possible? Maintenant le MMA il a montré que même ce genre de domination-là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui finit par trouver la clé sur un seul combat. Moi, je vois ces oppositions-là contre Merab, même s'il a tendance à mieux finir aujourd'hui. Il a touché Sandhagen durement avec sa boxe, il a fini au malais. Il faut en gagner 3 contre lui. Nurmagomedov, il en a gagné 2. Il gagnait 2 minutes et demie de l'autre, on n'avait pas la même discussion aujourd'hui, tu vois. Ouais. Donc il faut gagner 3 reprises. Et j'ai l'impression que Petroyan, il a mieux compris ça. Et je crois qu'on, stratégiquement parlant, on va faire en sorte de gagner un peu plus de minutes de combat que la dernière fois. Est-ce que, par exemple, si tu prends les 2 premiers rounds contre Oumar, qui perd, est-ce que si, au bout d'un round, s'il commence à vouloir jouer un peu en striking et qu'au bout de 1 round, cette fois-ci, il se dit j'ai été dominé, je l'ai perdu celui-là, je vais arrêter le striking, je vais aller que en lutte, que en takedown, etc. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il va pas réajuster sa stratégie un petit peu avant pour justement que le doute il soit même plus permis sur les 4 rounds d'après? Non, je pense pas. En fait, le truc qui est bien avec Merab, en tout cas à regarder, c'est que c'est pas quelque chose à la Khabib Nurmagomedov ou dans une moindre mesure à l'Islam Makhachev ou Khamzat Chimaev, ce qu'il a fait contre Dricus du Plessis. C'est pas un mec qui va te mettre le dos au sol et tu vas plus jamais te relever de ta vie. C'est juste non, il a un nombre de takedowns comme ça incalculable parce que les mecs se relèvent. Il va te laisser te relever, il va te ramener au sol. Toute la question est là pour Petroyan. Qu'est-ce que tu fais quand tu es debout? Toutes ces opportunités-là, tu vas les avoir. Parce que tu vas pas être maintenu au sol. Tu vas les avoir. Ça va pas être un Makhachev. Voilà. Et on revient à ce pouvoir de dissuasion. Est-ce que tu vas réussir cette fois-ci à faire quelque chose de significatif quand tu es debout? Mais il les a déjà vus. Hein, sur les il avait fait 11 takedowns. Ça veut dire qu'il s'est relevé. Ouais. Il s'est relevé au moins 11 fois. Et puis, il l'avait pas vu. Oumar a quand même montré un chemin pour la victoire contre Merab. Rester debout, garder de la distance. Oui, il faut utiliser plus de kicks que d'habitude. Et Yann, c'est pas le combattant qui utilise le plus de kicks malgré qu'il soit super bon. Ces kicks, dès qu'il les envoie, mais il est très porté boxe anglaise. Il a vu un chemin de victoire. Il sait ce que c'est 25 minutes avec un mec sur toi qui ne va faire que te faire tomber. Mais tu sais que tu peux te relever, tu le dis très bien. Et Yann... Moi, c'est quelque chose que j'ai vu sur les derniers combats de Yann. Il se relève beaucoup. Enfin, c'est difficile de garder Yann sur le dos. Il y a Sterling qui a comme réussi. Le disait Baba, ce sera pas la volonté. Non, c'est pas la volonté de Merab. Alors, ce sera pas ça. Mais Sterling avait eu du mal. Il a réussi à le faire sur le dernier combat contre Yann. Mais c'est Sterling, c'est son jeu. C'est son jeu, il avait voulu. Et sur le premier combat, en fait, Yann le domine. Sterling, et c'est ça qui est un peu frustrant. Donc, il y a des portes. Il y a des portes pour battre Merab. Et comme il disait Baba, soit tu gagnes 3 rounds, mais je pense que Merab, vraiment, faut le mettre KO. Faut vraiment pas chercher à comprendre, faut éteindre la lumière tout de suite. Je pensais que Sean O'Malley pouvait le faire. Je pensais qu'il avait ce timing pour le faire. Bon, 2 combats, il a pas réussi. Faut l'éteindre en fait, Merab. C'est soit t'éteins la machine, soit en fait elle est allumée pour 5 rounds. Et puis justement, Merab, 34 ans, va faire son 26e combat pro. Est-ce qu'il y a un risque d'usure? Est-ce que là, tout de suite, malgré ce qu'on a vu en 2025 avec un rythme fou, est-ce qu'il y a un risque d'usure dès ce combat-là chez Merab? Ouais, c'est difficile à dire. Moi, j'ai l'impression que c'est un gars qui est focus. C'est un gars qui est animé par quelque chose de différent des autres. Tu vois, moi, je pense à son dernier post-fight où il va en Géorgie 1 semaine en disant je reste pas plus qu'une semaine parce que j'ai pas envie de kiffer la vie en fait et de rentrer dans une autre routine un peu bizarre. Donc, pour l'instant, il a l'air extrêmement déterminé. Dans le countdown, vous apprendrez qu'il a fait venir ses potes. Donc il a préféré faire venir un petit bout de Géorgie chez lui à Vegas plutôt que l'inverse, pour s'assurer d'être dans des bonnes conditions et d'avoir ce rapport-là fraternel avec ses potos qui lui permet aussi de se dire ok, j'ai le combat mais j'ai un peu de ma culture avec moi. Donc j'ai l'impression qu'il fait toutes les bonnes choses. Il a déménagé à Vegas pour pouvoir s'améliorer, avoir un entraînement un peu plus divers et ça se voit sur ses derniers combats. Donc c'est un problème parce que c'est une machine dans la cage mais c'est une machine en dehors. Moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un de très discipliné. Mais après attention parce qu'on a vu, il a fait 4 combats quand même en une seule année. On a vu ce que Reinier de Ridder a subi contre Brendan Allen et il l'a dit lui-même. C'est compliqué. Lui, bon, Reinier de Ridder, il a fait 5 combats, mais on le sait que Merab utilise des techniques pour le cutting, pour son entraînement, pour sa nutrition. Il n'utilise pas les mêmes que les professionnels utilisent au jour du MMA. Il est plus old school.
Donc pourquoi pas, on n'est jamais à l'abri en fait d'une machine qui en fait déraille. Tout simplement aujourd'hui. Moi, je trouve que ça déraillera un jour. Oui, voilà, Oui, c'est ça arrivera un jour. Comme Mais là, quasiment c'est toutes les quatrième machines. combat, quatrième Ah non, coaching, quatrième camp d'entraînement. c'est vrai que s'il arrive à faire ça et que c'est encore dominant, ce sera un truc de fou, ce sera quasiment du jamais vu en fait. Ouais. Ouais. Merab, il peut réussir une 4e défense de ceinture sur une même année, ça personne ne l'a jamais fait. 2025, c'est donc les défenses contre Nurmagomedov, O'Malley, Sandhagen. S'il y arrive là sur cette 4e défense, est-ce que c'est un record dont on se souviendra? Est-ce que c'est une stat qui restera ancrée, tu vois, comme on parle de l'invincibilité de Khabib, comme on parle du nombre de victoires d'affilée qui pour l'instant est chez Makhachev et Anderson Silva, est-ce que ça va rester? Ah, j'espère. J'espère, c'est une performance. Hein. moi, je pense pas qu'on en reparlera dans 5 ans. C'est pas si fort. Je pense pas qu'on se dise 2025, c'était l'année de Merab. Tu vois, je pense que. Ah, non, ok. mais, Ouais, mais tu vois, on l'a dit quand même, j'espère. si tu penses pas sous ce prisme-là, tu penseras sous quel prisme? Il y a pas d'autres options où tu te diras 2025, il y avait quoi cette année-là? Tu vas penser à Makhachev, tu vas penser à Topuria. Je sais pas si les gens, mais nous-mêmes, est-ce qu'on pensera à ça? Il fait un truc de fou dans une année où il y a des mecs qui ont fait des trucs de fou. Ça, c'est vrai, t'as raison sur ce point-là. Je vais te répondre que ce sera peut-être à nous alors d'ancrer cette performance-là vraiment dans l'imaginaire des gens, dans l'esprit des gens, parce que c'est une dinguerie. Ce serait une dinguerie et je sais pas si qu'un autre champion va le faire ou a envie de le faire. Tu vois, c'est même au-delà de ça, tu vois. T'as peut-être un Pereira qui pourrait le faire. Mais même lui, je pense qu'il leur a dit, vous êtes bien gentil là, mais laissez-moi un peu tranquille. Et pour moi, ce serait vraiment. Mais t'imagines, dans un monde où le record de victoires à l'UFC sur une année, c'est Kevin Holland 5, et c'est en 2020, quand il y a la période Covid, où il y avait personne qui voulait se taper. T'imagines que ton record, toi, c'est t'es champion, t'es pas obligé de combattre en vrai, tu peux juste te dire bon j'attends qu'il y ait vraiment un prétendant légitime, mais plus que légitime, hein. La revanche contre Sean O'Malley, il n'est pas obligé de la prendre. C'est vraiment trouver un mec qui a envie de défendre sa ceinture, c'est fou. 4 fois dans l'année. Alors, faudrait regarder les stats, hein, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de champions qui aient défendu une ceinture déjà 3 fois en un an. Hein. Et en plus de ça, c'est une catégorie concurrentielle, c'est un cutting à faire qui est lourd parce que c'est une petite caté aussi. On n'est pas chez les poids lourds où ça reste plus simple à ce niveau-là. Et puis, il va souvent au synchrone, donc c'est quand même des combats longs. Il fait pas 2 minutes et machin. C'est à part O'Malley qu'il a finalisé. Finalement, c'est à chaque fois des combats longs. Les stats de Dvalishvili rapidement, 12 victoires par décision unanime, c'est un record absolu. 117 amenés au sol réussi à l'UFC, au record absolu. Alors celui-là, avant qu'il tombe, il faudra se réveiller tôt. 14 victoires d'affilée, record absolu. C'est donc Silva et Makhachev qui l'ont actuellement. Donc là, il sera à 15. Il rejoindrait Ousmane. Et du coup, il serait très très bien placé aussi pour cette stat-là. 20 amenés au sol réussis sur un seul fight. Je me l'étais noté. Record absolu, c'est 21. Donc là, je crois que c'est effectivement Khabib. Et 1h32 de contrôle dans la cage. Record chez moins de 61 kg, 2476 coups distribués, record chez moins de 61 kg. C'est-à-dire qu'il a à la fois des records en striking et à la fois des records sur les amenés au sol. C'est encore une fois, une dernière fois, ça qui résume. Tu le dis aussi, il y a parfois des coups qui ne sont pas méchants, qui ne sont pas significatifs. Mais toujours est-il qu'il y a le volume, il y a un volume qui est constant. Il y a quelque chose. Il y a une stat qui est folle. Hein. S'il met plus de 100 coups sur ce combat-là, c'est le 3e all-time. Hein. C'est fou. C'est vraiment très. Là, il met 4 coups, il passe 5e. C'est Hugo Pérez qui avait trouvé cette stat-là, qui la met sur les réseaux. 5 coups, il est dans le top 5. À peu près 100, il est top 3. Fou. Et Petr Yan, quant à lui, seulement 3 combats depuis sa défaite contre Merab en 2023. C'est 3 victoires contre Song Yadong, contre Figueiredo, contre Marcus McGee. Ça, c'était en juillet dernier. Sur la même période, Merab, lui, il a fait 2 combats de plus, mais avec cette année 2025 qui a été hyper intense. Est-ce que ça risque de favoriser qui ce peu d'activité en 2025 pour Petr Yan ou cette énorme activité en 2025 pour Merab? Qui est-ce qui risque d'être favorisé soit par un trop d'activité, soit par un manque d'activité? Franchement, c'est difficile à dire parce qu'encore une fois, Dvalishvili, il est différent des autres et tu te demandes justement si ses préparations elles l'affectent autant que certains autres. C'est un point important que Kanto l'a souligné tout à l'heure. Est-ce que peut-être ce sera la prépa de trop en 2025? On va vite le savoir, je pense. Là où ça va être intéressant, c'est que Petr Yan, lui, il s'est imposé une année de coupure après 3 défaites d'affilée et c'était la meilleure chose à faire. Il a fait ça et c'était très bien. Et les résultats le montrent parce qu'il revient avec 3 victoires et en plus l'UFC lui fait 0 cadeau parce qu'on lui dit tiens on va donner 2-3 bourbiers qui montent là histoire de voir si en fait t'es toujours Petr Yan. Enfin, il y a plein d'autres combattants avec son statut dans d'autres catégories qui auraient refusé un Marcus McGee. Je leur dis mais pourquoi je vais prendre ce mec là quoi.
c'est qui, il est classé où, enfin, qu'est-ce qu'il a Sachant qu'il fait. avait déjà pris Sean O'Malley qui était Tu vois ce que je veux dire. 13e. Donc je trouve que c'est peut-être pas, il est peut-être pas assez loué pour ça, Yann, mais on lui donne, il prend littéralement tout ce qu'on lui donne. Hein. Lui, il s'en fout en fait. Hein. Tu dis, tu me donnes un prospect, bah je le prends et puis on verra quoi. Tu vois. Donc pour moi, avec 2 victoires, il était déjà dans une position de pas avoir besoin de prendre un mec comme ça. Il était déjà en position d'avoir sécurisé un title shot. Donc je trouve que pour sa confiance, il arrive dans le bon état d'esprit, tu vois. Et je sais pas si ta question elle portait que sur l'aspect physique. Ça peut être sur le rythme, l'aspect physique, En tout cas, sur la l'aspect mental, récupération. moi, je trouve que c'est Ouais, bien. Sur ok. l'aspect mental, je trouve que c'est vraiment très bien. Et je sais pas si ça va lui donner un avantage, mais il arrive dans les très bonnes conditions en tout cas. Ouais. Qu'est-ce qui se passe pour la suite rapidement avant de passer au co-main event? La suite, s'il y a une victoire de Petroyan, la trilogie, forcément, elle sera actée. Merab aura une chance de pouvoir récupérer sa ceinture. Par contre, si c'est Merab qui gagne, et c'est là peut-être qu'il y a un pont qui est fait vers le co-main event. Alors, est-ce qu'on peut imaginer, parce que tu disais j'aime les mecs qui restent dans leur catégorie, mais là peut-être que tout peut être chamboulé s'il y a victoire de Pantoja, on en parlait déjà depuis un moment, et victoire de Merab. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Là, en toute franchise, vu la domination des deux sur leur KT, ok, on a bien mangé. Si t'es fan de ces 2 KT-là, on a bien mangé avec les 2 champions. On met les 2 sur la même carte. Enfin voilà, on n'a pas besoin d'être Sherlock Holmes pour comprendre que y a quelque chose qui va se passer entre les deux, ouais. Et j'imagine que c'est Pantoja qui montrait. Pantoja qui montrait, et toi tu vois quoi si ces 2 scénarios-là voient le jour, qu'est-ce que tu vois? Moi, je voyais bien la revanche d'abord contre Nurmagomedov qui va combattre à l'UFC 324. Il y a Sean O'Malley aussi qui combat en 324, donc pourquoi pas Pantoja qui monte et on fait une demi-finale Sean O'Malley, Nurmagomedov, ça peut exister, mais je préférerais Umar Nurmagomedov parce que vraiment il a montré ce showman-là, parce que je vois vraiment pas Pantoja. Je vois vraiment pas Pantoja battre Dvalishvili. Pour moi, il y a un cap c'est là où on n'est pas qui est assez d'accord. grand. C'est là où on n'est pas d'accord. Ouais, vas-y, Moi, je pense que Baba, Pantoja, ouais, il aurait parfaitement les armes pour battre un Merab, ouais. Ouais. Parce qu'il a le truc qui. Ok, emmène-moi au sol. Ouais, mais par contre au sol, il est un client. Ça va être ce genre de gars qui va dire je veux bien. Je veux bien, mais je vais te prendre ton dos très vite si on va au sol, tu vois. Ouais. Ça sera pas la même chose, tu vois. Et puis Merab provoque beaucoup de scramble, puisque évidemment, il te laisse te relever pour te retake down à nouveau. Et c'est sur ces phases-là de scramble où Pantoja, c'est un malade. Enfin, il prend le dos à une vitesse. Il y a peut-être Makhachev qui fait aussi vite que ça, ou Tsarukyan aussi, tu vois, qui peut. Donc le danger, il est réel. Maintenant, c'est vrai qu'aussi, il y a un monde où, pareil, Dvalishvili, il roule dessus pendant 5 reprises parce que c'est trop. Parce que c'est trop Et qu'il y a l'aspect physique aussi qui fait que voilà, tu vois, il est plus lourd. Donc ouais. Bah, par contre, ceci dit, je tiens à terminer là-dessus, je suis d'accord avec Anto. Le cas idéal, c'est une revanche avec Nurmagomedov parce que tu peux pas passer à un round de gagner le combat et on te redonne pas ta chance en vrai. Nurmagomedov, il il l'a a mérité. pris Bautista, là il a pris Figueiredo, faut pas lui donner un 3e combat non plus. Ce serait légitime. Après, moi je vois 2 trucs. Je vois bien l'UFC évidemment avoir envie de ça parce que ça a déjà fuité un petit peu. Tiens, on pourrait le faire. Par contre, j'ai toujours ce problème de si tu fais monter Pantoja, il y a un peu une catégorie que tu laisses sans son champion et que qui finalement se retrouve un peu orpheline de quelque chose. Bah, on aura un Moreno qui sera champion pour là. Voilà, ouais, c'est ça. 3e, c'est ça. C'est aussi le problème. Parce qu'il y a un autre mec dominant, tu vois, dans la catégorie. Là, en plus, ces 2 catégories-là, ils ont tellement dominé que du coup, ça délégitime un petit peu les mecs qui sont derrière parce qu'ils ont été battus pour la plupart. C'est vraiment particulier. On va en reparler tout de suite puisqu'on va basculer sur le co-main, mais c'est très particulier ce qui se passe dans ces catégories. Ouais, dans cette catégorie-là, c'est bizarre. Allez, justement, on passe au co-main event de l'UFC 323 avec en jeu la ceinture la plus petite en termes de poids à l'UFC chez les hommes, les poids mouches. Pantoja, champion sans partage depuis 2023, fait sa 5e défense de ceinture contre l'une des sensations de l'année 2025, Joshua Van. Déjà sur l'ordre normal, c'est normal pour vous que Merab soit devant Pantoja comme main event, pour vous il n'y a pas de scandale, c'est légitime. Ça me choque pas, ça aurait pu être l'inverse, mais je pense que Merab vend plus aux États-Unis. Oui, puis surtout Merab, il a une chance de créer quelque chose d'extraordinaire, donc on le met en avant pour ça. Ouais. Pantoja, lui aussi, il a décimé sa catégorie finalement, mais un seul combat contre Kara France en 2025, c'était son seul fight de l'année 2025. Et l'UFC, c'est vrai que galère un petit peu à dynamiser cette catégorie des moins de 57 kilos. La preuve, il y a 2 combats avec Kaya Sakura qui sont allés chercher d'une autre organisation, qu'ils ont mis en title shot pour son premier fight et qui est même plus ranké dans cette catégorie des moins de 57. Je crois qu'il va passer chez moins de 61. C'est ça, Kaya Sakura, il va monter. Mais voilà, ça résume bien la situation qu'a créé Pantoja dans cette catégorie. Ouais, c'est vraiment l'histoire de cette KT, elle est vraiment particulière parce que tu as eu un champion ultra dominant dès le début.
Puis ensuite, tu as Mighty eu Mouse. un échange, Mighty Mouse, pardon, Demetrius Johnson. Puis tu as eu un échange de ceintures entre Davison Figueiredo et Brandon Moreno, où ils se sont échangés les ceintures. Ils ont fait des nuls au milieu, enfin vraiment un truc. Il fait une quadrilogie et tout. C'est un peu n'importe quoi. Et puis retour d'un champion dominant, alors que c'est une KT où tu te dirais que le niveau est peut-être le plus dense à l'UFC. Mais paradoxalement, tu as à chaque fois un mec qui arrive à sortir du lot. Et puis Pantoja, il y a quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que il a tapé tout le monde avant de récupérer la ceinture. Et il continue de le faire avec la ceinture autour de la taille. Donc, ouais, c'est pareil. C'est le cas de figure où moi, je suis heureux de voir ça, où tu as un champion qui décide de montrer à quel point il est fort dans sa catégorie de poids. Et il a fallu chercher un Joshua Van. Je crois parce que Ali Akbari s'est blessé et a perdu, parce qu'il aurait pu avoir un argument pour essayer d'aller chercher la ceinture. Et puis, l'UFC ont enfin trouvé un adversaire excitant. Donc ils se sont pas pris la tête. Ils ont dit. Ouais, c'est un cadeau. On y va, ça tombe du ciel. Non, mais cette catégorie, elle est terrifiante. C'est One Piece. Il y a tout. Le truc, c'est que dans le top 15, c'est que tout le monde bat tout le monde. Ouais. C'est en fait, tu regardes Moreno, tu peux potentiellement lui trouver une victoire contre 5 ou 6 mecs du top 15, mais tu prends le 7ème, il a forcément une ou deux victoires contre le mec qui est 2 ou 3. Tu regardes Joshua Van qui a battu Royval qui a battu Moreno, mais Pantoja qui a battu tous les autres. Taira qui perd son combat aussi. Enfin, en fait, t'arrives pas à trouver un mec parce qu'au final, il perd toujours contre une personne différente. Il y a un mec qui est sur une lose streak de 3, mais il va quand même battre le numéro 5 que tu as envie de faire monter. C'est ça le problème en fait de cette catégorie. Pour les matchmakers, au final, de trouver quoi faire et c'est comment. Impossible de trouver quelque chose dans cette catégorie. Pantoja, c'est 30 victoires pro, dont 2 tiers avant la limite et 12 soumissions, et 2 réussis sur ses 2 dernières défenses. C'est ce qui va essayer d'amener contre Joshua Van, forcément le combat au sol, parce que c'est là qu'il est le meilleur, Pantoja. De toute façon, l'opposition de style, elle est claire, nette et précise. C'est un excellent striker, agressif, contre un combattant complet, mais qui est un des meilleurs grappleurs qu'on ait aujourd'hui à l'UFC et dans le MMA. Donc, il faut pas essayer d'aller lire autre chose. Il va faire exactement ce qu'il a fait dans ses 2 derniers combats, Pantoja, mettre une pression monstre pour forcer son adversaire à faire une erreur dans son déplacement, dans son jeu de jambes. Et dès qu'il va repérer l'erreur, dès qu'il va voir les jambes se croiser, dès qu'il va voir le mouvement latéral qui est pas bien fait, il va plonger, il va l'emmener au sol et puis il va faire ce qu'il fait de mieux. C'est rare peut-être d'avoir sur un main et un co-main qu'on sache à ce point-là à l'avance ce qui va se passer. Ouais, c'est franchement de pouvoir... mais ce qui est aussi fou, et ça prouve la domination des mecs, c'est que pour les deux on sait ce qui va se passer, et pourtant personne ne les prend à leur propre jeu. Il y a une sorte d'anticipation qui est possible, et pourtant tu peux pas aller jusqu'au bout de l'anticipation parce que tu te vois gagnant et finalement tu n'y arrives pas. Ils arrivent à instaurer ça, les mecs. Ils sont juste trop forts. C'est incroyable. Ils sont juste trop forts dans leur catégorie. Et Baba a bien fait de parler de jambes croisées parce que c'est Joshua Van, il fait que changer de garde tout le temps, encore et encore et encore. Et Pantoja, on l'a vu quand il fait le face-off avec Joshua Van pour la première fois, il a un peu le sourire au coin en disant mais je sais ce qui va se passer. C'est Good que food. tu vas changer de garde, je vais plonger et crochetage et je vais Franchement, le face-off, il m'a donné des vibes il le regarde en se disant à lui-même bon appétit. Oui, c'est vraiment c'est bien, t'es un bon petit jeune, je vais te manger en fait. La semaine d'après, il fait une interview, il dit mais c'est de l'argent facile, bravo Joshua Van, t'as battu Brandon Royval, ok, moi aussi de toute façon, mais donc ok, viens et je vais t'étrangler. Bon, il est revenu sur ses mots, il a dit non, je le prends quand même au sérieux, il est quand même fort. À un moment où tu dois légitimer ton adversaire. Et en plus, Joshua Van, il est bon. Quand même. Mais Joshua Van, il est bon aussi. Ouais. Mais tu vois qu'il le regarde de telle manière c'est bien petit frère, t'as arrivé, mais tu vas vite redescendre. Joshua Van, lui, s'est rendu incontournable avec 3 victoires en 2025, dont 2 sur 2 numérotés d'affilée, 316, 317. Il a aussi 3 semaines d'écart. 3 semaines d'écart entre les 2 perfs. Bon, vous disiez que l'UFC était content d'avoir un mec qui débarque comme ça et qui du coup peut s'imposer comme étant un challenger. Pour vous, est-ce qu'il est quand même légitime, Joshua Van, à prendre ce title shot ? Moi, je vais prendre la résolution d'arrêter de parler de légitimité, vu le business que conduit l'UFC. Ouais, mais on peut continuer à avoir nos avis. Ceci étant établi, non, mais pour que ce soit bien clair. Comme ça, au moins, on sait très bien qu'ils font ce qu'ils veulent. Et là, je crois qu'il a pris 8 places après avoir battu Royval. Je crois que c'était ça. Il était numéro 1. Il était numéro 1, donc boum, on l'a propulsé juste devant lui. Et c'était pour ça qu'on avait fait ce combat-là. Et 8, je crois qu'il est gentil, je crois qu'il prend plus que ça. Ouais, je sais plus. Mais vraiment, c'était beaucoup. C'était beaucoup. Il y avait des mecs peut-être qui ont plus de légitimité si
on veut parler de ça dans le classement avant. Maintenant, T'as une rising star qui arrive, quoi. il y a un mec qui est hyper fun, que tu sais, qui fait des combats fun, tu sais, qui va envoyer beaucoup, qui plaît au public. Et puis les mecs d'au-dessus, il y en a pas mal dans le lot. Soit Pantoja vient de les fumer, ça c'est un. Soit t'as des Manel Cap qui est sur quoi 3-4 pull-out sur ces 10 derniers combats. Il y en a d'autres qui font ça aussi. Ali Akbari qui s'est blessé encore une fois. En fait, les mecs qui sont au-dessus, je vais pas te dire que c'est leur faute, mais ils ont laissé ce gars-là arriver, passer devant, parce qu'ils n'ont pas été en position à un moment de pouvoir faire le taf. Et puis, t'aurais pu penser à Moreno peut-être, mais l'UFC se sont dit, bon, écoute, C'est bon, on va essayer un autre truc, parce que voilà quoi. Et il l'a quand même battu 3 fois déjà. Ouais, donc voilà, c'était les circonstances parfaites pour qu'un mec comme Joshua Van arrive. Donc, est-ce que je sais pas répondre à ta question de légitimité, je vais dire, il est arrivé au bon moment et il y avait une opportunité. Il est intéressant en plus, Joshua. Ouais, c'est puis le non, mais il a un parcours. c'est vrai qu'il a un volume qui est dingue en striking, mais il n'a pas forcément battu les top stars, il a battu Royval quand même. Ouais, il a battu Royval, voilà. Et puis, il a qu'une seule défaite sur 9 combats à l'UFC. Sa défaite, elle date d'il y a un moment parce qu'il est sur 5 victoires de rang. Donc, quand même si à part Royval, il n'a pas tapé des têtes dingues, il a quand même un parcours qui pouvait lui permettre d'être top 5. Oui, si bien on sûr. voulait, Voilà. peut-être pas contender numéro 1 et title shot tout de suite. Après, ça c'est pas grave. Encore une fois, pour moi, quand tu es dans le top 10, et c'est quelque chose peut-être qu'il faudrait remettre au goût du jour, pour moi, quand tu es dans le top 10, tu peux affronter le champion n'importe quand. T'es pas obligé d'arriver jusqu'à être numéro 1 pour avoir ton combat pour le titre, surtout quand les circonstances te permettent d'avoir le combat pour le titre. Et en l'occurrence, pour Joshua Van, les circonstances lui ont permis de le faire et on lui a donné l'opportunité contre un adversaire qui a un bourbier pas possible. Et il a pris cette opportunité, il a gagné. En faisant 2 combats en 3 semaines, encore une fois. Donc, chapeau à lui, en fait. Il s'est mis dans cette position-là et il a capitalisé. On a fait main et comment. J'ai un petit truc qui me dit quand même que pour le main, tu vois une surprise. J'ai un petit truc qui me dit que si tu devais pronostiquer, autant pour le co-main, je pense que Pantoja, pour toi, il gagne. Mais sur Petroyan, tout à l'heure, je trouve que tu avais un petit. Allez, dis-le. Non, en fait, je suis en train de chercher la bonne formulation, mais. Tu dis que tu vas toujours avoir des doutes quand tu veux essayer de jouer, faire le petit jeu sympa des pronostics. Autant sur Pantoja, j'ai pas spécialement de doutes. Maintenant, c'est à Joshua de créer la surprise. Et s'il crée la surprise, super cool, je serais premier surpris et tant mieux. Par contre, sur Yann, moi je vois un monde, je vois même 2 mondes, si tu veux, où Petr Yan bat Merab Dvalishvili samedi. C'est en synchrone. Il y a peut-être 3 mondes, justement, s'il y a 2 mondes pour Petr, il y en aura peut-être 3 pour Merab. Non, parce que je vois 2 manières différentes de le faire pour Petr Yan, donc c'est déjà beaucoup contre un champion dominant comme Dvalishvili. Et je pense qu'il a les qualités pour le faire, et c'est pour ça que je vais m'amuser aujourd'hui dans le petit jeu des pronostics à dire Petr Yan. Moi je vais rester sur les 2 champions. Merab, c'est comme on a dit souvent aussi dans la carte avec Antoine et Taylor. Bon, alors, ils viennent parce que souvent c'était non mais Pereira, je parie jamais contre lui. Il parie contre lui, il gagne, il perd. Enfin bon, bref, rien ne va. Mais là, moi je reste sur les 2 champions. Antoine, à toi de te mouiller. Alors moi, ça sera Merab. Pour le coup, tu vois 2 mondes, j'en vois pas un. Et Joshua Van fait partie de l'une de mes premières chroniques sur le Fighter Club. Je me souviens de ça. Je l'avais présenté en disant c'est Luffy au chapeau de paille, il envoie 9 coups par minute. Je vais rester sur lui, je vais rester sur cette DA. C'est le mot de Charles en ce moment, DA. Le mot de boomer, j'apprends des nouveaux mots de jeunes. Je vais rester sur cette DA. Joshua Van, et pour le coup, il ne gagnera pas la décision contre Pantoja, donc j'espère vraiment une victoire par finish, par KO. Je le vois pas soumettre un Pantoja de Joshua Van. C'est ma hot take. En tout cas, ce sera un super champion pour le coup. Oui, pour le coup, ce sera un divertissant. Peut-être pas dominant, mais au moins divertissant. Et en tout cas, ça nous fait dire que ce sera un super UFC 323 Fares-Ziam qu'on peut mettre tous les 3 vainqueurs. Contre Sadikov, ça vous va aussi? Oui, bien sûr. Non, mais il y aura de l'adversité. Non, il y aura un gros risque, ce sera compliqué, mais je le vois gagner. Je le vois même finir, Sadikov, pour le coup. Fares-Ziam, donc ouverture de carte préliminaire à partir de 2h du matin sur MC Sport. La carte principale commencera, donc on l'a dit en début d'émission, mais avec des anciens champions, notamment Henri Cerudo qui revient. Je sais pas trop pourquoi, mais ok. Mais il revient. Il est toujours top 10 de sa KT, donc il est absolument n'importe quoi. Il est plus ou moins là. Ça fait presque 6 ans qu'il a pas gagné un combat MMA. C'est n'importe quoi qu'il soit dans le top 10. Bon, voilà. Et puis du coup, il a aussi sa place sur une carte principale, alors que des Vettori, Barboza, c'est normal de le mettre là, mais c'est vrai que en early prelims, peut-être mettre Barboza en early prelims contre Turner en plus, c'est assez bas, mais bon, au moins ça met à manger sur toutes les strates de la carte sur cette UFC. 323, merci à tous les deux les gars.
C'était Merci à toi, toujours un Gérald. grand Merci à toi. plaisir. Merci Baba. On vous proposera des épisodes jusqu'à cette fin d'année 2025. Et juste un tout petit coucou, parce qu'il m'a envoyé un message sur Instagram à Ismaël, 15 ans, qui se lance dans une carrière MMA, qui a besoin de force aussi. Sa page Insta, c'est Isma Killshot MMA. Yes. Donc n'hésitez pas à aller lui donner de la force, parce qu'il est très motivé. Il montre beaucoup de passion et de motivation dans ce qu'il fait. Donc on lui donne de la force. Et d'ailleurs, dans le RMC Fighter Club, on pourra continuer au fil des Bien émissions sûr. à parler de Écrivez-nous, n'hésitez pas. certains Oui, bien combattants. sûr. Écrivez-nous, ça fait toujours Bah, plaisir force à toi, et vraiment, d'avoir Ismaël. vos messages et force à on lui, donne en de tout la cas. force à Isma. On te souhaite une bonne carrière et on te souhaite de parler de toi dans une émission future. Exactement, et on espère qu'on sera aussi encore là pour en parler parce qu'il a que 15 ans. Ça veut peut-être qu'on sera. Maintenant, tu Bon, dis allez, ça Perce-toi, Isma, perce-toi. Non, non. Fais vite, Ismaël, fais vite. Bon, merci à toutes et à tous. En tout cas, merci à vous les gars, merci à Arthur Robert à la prod, à Kevin Pogam à la réalisation et merci de nous être fidèles comme toutes les semaines dans le RMC Fighter Club. On se retrouve très très vite. Ciao. Salut. RMC Fighters Club.